À la page 53 du livre, on explique qu'il a été constaté que le développement de la boîte crânienne et l'augmentation du volume du cerveau sont liés à la position debout des bipèdes. Oui, entre autres, c'est l'hypothèse qu'on fait. Que le cerveau s'est développé car de plus en plus l'humain effectue un travail peu manuel sur des ordinateurs toute la journée. Pensez-vous qu'à long terme, il soit possible que l'humain régresse? OK. Euh, bon, premièrement, quand on dit évolution, c'est souvent associé au temps qui passe. Donc, il y a comme un espèce de processus naturel évolutif puisque le temps passe. Mais c'est pas parce que le temps passe que les choses évoluent dans le bon sens. Donc, l'évolution, l'évolution positive ne peut pas être prise pour acquis. Selon moi, lorsqu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit très bien que les humains ensemble peuvent faire facilement 2 pas en avant et 3 pas en arrière. C'est très facile de se mettre les pieds dans les plats, surtout quand on ne connaît pas l'histoire. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment et même on a tendance à renier l'histoire et à la condamner puisqu'elle est imparfaite. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, la vie, parce que l'existence est un filon conducteur sur lequel il faut construire. Donc, c'est comme une espèce d'élan. Si tu annules ton élan et tu fais comme si tu pars de zéro, tu n'as pas de sens parce qu'il n'y a pas de base pour créer un vecteur de sens. Donc, on a besoin ce qu'on appelle un timeline ou une ligne de vie. Même chose sur le plan individuel. On a besoin de savoir d'où une personne vient, c'est quoi son histoire, puis on est rendu où, puis qu'est-ce qu'on propulse vers le futur. On peut pas dire on renie notre passé, on fait comme si on part de l'instant zéro maintenant et tout est à créer. Ça fonctionne pas. C'est même pas possible faire développer du talent basé là-dessus, développer le potentiel humain basé là-dessus. Donc, le potentiel individuel, c'est pas possible de le faire de cette façon-là et ce n'est pas non plus possible de le faire en groupe ou en tant que société. Donc, renier le passé, ce n'est vraiment pas une bonne solution. Et donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant sur comment on veut faire avancer les choses. Donc, est-ce que c'est possible que l'humain régresse? Mais absolument. Et je vous dirais on n'est pas vraiment en voie d'avancer positivement présentement. J'ai certains doutes assez sérieux, et je suis pas le seul à les avoir, à l'effet qu'on est en train de reproduire des choses qu'on a déjà fait dans le passé. Entre autres, baser notre évolution, basée sur les groupes, sur l'identification des groupes et hiérarchiser les groupes et créer des groupes de façon de comprendre le monde de façon hyper simple, soit en oppresseur ou en victime, ou en power play, en jeu de force, comme si ce sont les seules forces qui s'appliquent dans une société. On est beaucoup dans ça en ce moment. C'est très... l'interprétation est très selon les groupes et il y a une dichotomisation entre oppresseurs et opprimés. Ce jeu-là, il marche pas. On l'a déjà essayé. Il y a déjà des preuves, de multiples preuves dans différentes cultures. Ça ne fonctionne pas. C'est sûr qu'on a un problème actuellement. Comment ça va se déployer? Je ne le sais pas. Donc, oui, c'est très possible que l'humain régresse, d'une part. L'autre chose, le monde change, la technologie avance, la vitesse des variables auxquelles on est confronté change également. Ça veut dire que dans une vie humaine, c'est très difficile garder le rythme des changements. Et les changements dans ton environnement, faut les saisir parce que ce sont les points de repère qui nous permettent de nous appuyer, de prendre des décisions, de faire des choix, d'atteindre nos objectifs, de créer un sens à nos vies, de s'accomplir. On a besoin de s'orienter dans le monde. C'est la différence entre être sur une planète comme celle-là ou dans l'espace où il n'y a absolument aucun repère. Il n'y a personne qui a le goût de tant de liberté que ça. Pour reprendre la fameuse éloge qui est à la mode de la liberté et de l'anti-oppression, c'est comme on n'en veut pas tant que ça de la liberté. On veut être capable de faire des choix, oui, mais liberté tout azimut, il n'y a pas un humain qui veut ça. Et donc là, le monde dans lequel on est accélère beaucoup. Donc les variables changent et c'est très difficile de garder le rythme, comme je disais. Ça fait en sorte que la machine commence à devenir plus puissante
que les humains qui se trouvent à l'intérieur de la machine. Donc, c'est de moins en moins les humains qui lead la machine. C'est une petite proportion de personnes qui sont capables de s'orienter de mieux en mieux, qui ont de l'éducation, puis différentes ressources pour être capables de s'orienter là-dedans. Mais c'est de plus en plus difficile de survivre dans un système qui est hyper rapide et hyper puissant. On l'a créé. Il y a plein d'avantages à ce système-là. Il est hyper stable. C'est le plus sécuritaire qui existe, qu'on n'a jamais créé. Mais il y a toujours dans la vie une contrepartie. C'est difficile de garder le rythme. Donc, quand on dit garder le rythme, ça veut dire que pour garder ce rythme-là dans le monde rapide dans lequel on est, qui est multivarié et dont les variables s'accélèrent, ça veut dire que ça prend des ressources cognitives pour survivre dans ce monde-là. Des ressources cognitives, ça veut dire un cerveau qui est assez en forme. Parmi l'indice de forme d'un cerveau, on va appeler ça le quotient intellectuel ou le facteur G dont j'ai parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, c'est-à-dire l'espèce de moteur central, le processeur central de l'intelligence qui est le G-factor. Et le G-factor a un estimé qui est un test et ça s'appelle le QI. Donc, le QI est un estimé du facteur G et c'est le facteur G qui est l'intelligence. Et je le rappelle, il n'y a qu'une seule forme d'intelligence. Ça n'existe pas les intelligences multiples. Il n'y a que le quotient intellectuel / le facteur G. Ceci dit, le facteur G est le facteur qui prédit le plus de réussite dans un système, dans la société. C'est la variable en psychologie qui prédit le mieux le succès, autant dans le domaine académique que dans le domaine professionnel. Donc, le facteur G, c'est très important parce qu'il est capable de s'orienter dans beaucoup d'informations. C'est rapide ce que ça fait l'intelligence. Voici le problème. Il y a 13% des gens, mettons en Amérique du Nord, environ 13% des gens qui ont un QI inférieur à 85. En bas de 85, il n'y a pas d'emploi disponible. Ça n'existe pas. Je vais leur dire. Il y a 13% des gens qui ont un QI insuffisant pour avoir un emploi de base, pour être autonome. C'est plusieurs millions de personnes actuellement. C'est une patate chaude, c'est un gros malaise, personne ne veut pas en parler, on ne veut pas en parler. Donc, la société avance, les humains ont de la misère à suivre. C'est pas de la faute à personne, le quotient intellectuel. C'est principalement génétique. Tu fais avec. Qu'est-ce qui arrive si ton quotient intellectuel est juste pas assez fort pour avoir 85, 90 qui te permet d'avoir un salaire de base relié à des tâches de base. Donc, contribuer minimalement à la société, être minimalement autonome dans la société. Ben, si tu peux pas faire ça, ça veut dire que tu vis aux dépens de la société. Qu'est-ce qu'on fait? À ce rythme-là, la complexification de la société fait en sorte que l'exigence minimale pour participer aux tâches de base où les emplois, où les tâches sont les plus faciles, vont exiger de plus en plus de quotient intellectuel. Là, on parle, là, ça, c'est juste au niveau des tâches de base. On rajoute à ça l'automatisation des tâches plus la robotisation des tâches qui vont éliminer les tâches les plus simples, qui étaient et qui sont pourtant plus accessibles à des gens qui ont un quotient intellectuel qui est plus bas, où ils peuvent contribuer. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas encore résolu cette équation-là. On ne le sait pas. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est un problème. Est-ce que l'humain peut régresser? De multiples façons, ça peut régresser. Il y a beaucoup de chercheurs en cognition et sur les habiletés cognitives, les ressources cognitives, le quotient intellectuel. Un des plus éminents leaders, chercheurs là, dans le domaine, c'est Dr. Richard Hare. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est en train de découvrir le gène de l'intelligence. Ça voudrait dire qu'on pourrait modifier l'intelligence et augmenter l'intelligence. Puis là, lui, il est tout excité de tout ça parce qu'il se dit, ben c'est super. Fait que là, on va pouvoir faire en sorte que les gens qui ont 85 de QI ou moins, ou en bas de 90, mettons, on va pouvoir améliorer leur QI, puis vont pouvoir s'intégrer au marché du travail. Fait que lui, il mise beaucoup là-dessus. Tu sais, c'est vraiment l'orientation, l'intelligence. Moi, mon interprétation, c'est que ça ne changera rien. Parce que les humains, de la façon dont ils se comportent, de la façon dont ils distribuent leur hiérarchie, naturellement, même si on essaie de forcer des systèmes, naturellement, la tendance, c'est que la pyramide va tout simplement se hisser vers le haut.
C'est-à-dire la distribution va être relativement similaire et c'est juste que l'augmentation potentielle du quotient intellectuel va seulement faire augmenter le niveau général, mais la distribution humaine va être la même. Et donc, on risque, selon moi, de se retrouver à un problème qui est similaire. Je pense pas que le fait d'augmenter le quotient intellectuel va changer la distribution de la souffrance humaine, par exemple, reliée à des ressources cognitives insuffisantes. Bref, c'est très spéculatif, hein, mais bon, ça, on est un petit peu là, je suis un petit peu là pour ça, là, parler un petit peu à haute voix dans ce Q&A-là. On le connaît pas, le futur. Mais voilà.